À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le destin d'Adolf Hitler devint l'une des plus grandes énigmes du XXe siècle. Tandis que les Alliés célébraient la chute du Troisième Reich, des rumeurs et témoignages épars commencèrent à circuler au sujet d'une possible fuite du chef nazi. Des documents militaires, des registres bancaires et des itinéraires d'évasion suggèrent qu'avant l'effondrement de Berlin, des plans d'évacuation pour les figures clés du régime avaient déjà été élaborés. Des opérations avec des sous-marins, des réseaux d'entreprises écrans et des accords avec des pays neutres désignaient l'Amérique du Sud comme destination finale pour plusieurs dignitaires. Dans cet enchevêtrement, la figure de Martin Bormann joua un rôle central, garantissant le transfert de fonds et la mise en place de refuges sûrs. Les côtes argentines, avec des débarquements de sous-marins tels que l'U-530 et l'U-977, ainsi que la construction d'haciendas dans des lieux isolés comme Bariloche, alimentèrent des décennies d'enquête. Le bunker de Berlin fut-il sa dernière demeure, ou réussit-il à s'échapper et à vivre dans l'anonymat en des terres lointaines? L'ascension réelle du nazisme. En octobre 1942, la puissance militaire du Reich atteignait son apogée. Les forces allemandes dominaient des territoires s'étendant des mers arctiques du nord de la Norvège jusqu'au désert d'Afrique septentrionale et de la côte atlantique française jusqu'au fleuve Volga, au cœur de l'Union soviétique. En Afrique, le corps expéditionnaire d'Erwin Rommel était prêt à prendre le canal de Suez, considéré comme la voie stratégique la plus précieuse de l'Empire britannique. Sur le front de l'Est, la 6e armée, commandée par Friedrich Paulus, avançait avec férocité dans Stalingrad, livrant un combat acharné rue par rue. Conquérir le canal et Stalingrad signifiait ouvrir la voie pour contrôler les champs pétrolifères du Caucase et du Moyen-Orient, garantissant des ressources énergétiques pour des décennies. Dans l'Atlantique, les sous-marins allemands exerçaient une pression constante sur les convois alliés. Depuis des bases situées sur la côte atlantique française, la flotte de Karl Dönitz attaquait en groupe coordonné, interceptant les routes d'approvisionnement reliant l'Amérique à l'Europe. De nombreux navires chargés de carburant, d'armes et de vivres à destination de la Grande-Bretagne étaient coulés sans relâche. Le gouvernement britannique admettait que la survie du pays dépendait de ces voies maritimes. Winston Churchill alla jusqu'à affirmer que la seule chose qui l'inquiétait profondément était la menace des U-boots. Depuis le début de 1940, l'équipe de décryptage de Bletchley Park travaillait sans relâche pour briser les codes de la machine Enigma utilisée par la marine allemande. Bien qu'ils aient réussi à décrypter des messages et à obtenir des renseignements cruciaux, en février 1942, les Allemands modifièrent les réglages d'Enigma, ce qui fit perdre aux Britanniques la capacité d'anticiper les mouvements sous-marins. Ce changement, nommé Shark par les cryptanalystes, rendit à Dönitz un dangereux avantage en mer. À la fin d'octobre 1942, un convoi identifié comme SC-107 appareilla de New York à destination de la Grande-Bretagne. Il transportait 42 navires chargés de ravitaillements vitaux, escortés par un groupe canadien composé de 5 bâtiments, un destroyer et 4 corvettes. L'itinéraire traversait la zone connue sous le nom de Trou Noir, un secteur de l'Atlantique central hors de portée de la couverture aérienne alliée. Dans cette zone attendaient 13 sous-marins allemands du groupe Weichen, prêts à attaquer sous couvert de l'obscurité. Dans la nuit du 2 novembre, 2 U-boots réussirent à percer la défense du convoi et à s'approcher à courte distance. L'U-402, commandé par le baron Siegfried von Forstner, lança une salve de torpilles depuis à peine 400 mètres. L'un des projectiles toucha le navire Empire Sunrise, le laissant gravement endommagé. Un autre sous-marin, l'U-84, sous le commandement de Horst Uphoff, coula le cargo peu après. Lors de cette même incursion, l'U-522, commandé par Herbert Schneider, détruisit 4 navires supplémentaires. À l'aube, 8 bâtiments marchands avaient été coulés et 2 autres étaient hors d'usage. Le lendemain, les escorteurs effectuèrent des manœuvres d'évasion, changeant de cap chaque fois que le brouillard ou les tempêtes leur offraient une occasion de s'échapper. Cependant, à la tombée de la nuit du 3 novembre, l'U-89, commandé par Dietrich Lohmann, parvint à s'infiltrer au centre du convoi. Il tira 5 torpilles, atteignant 2 navires, dont le Jepor, bâtiment amiral chargé de munitions.
Peu après, l'U-132, commandé par Ernst Vogelsang, lança une autre série de torpilles contre le flanc tribord, coulant 3 bâtiments. L'un d'eux explosa avec une telle violence que l'onde de choc fut ressentie à plusieurs kilomètres, endommageant même des sous-marins immergés à 200 pieds de profondeur. L'U-132 disparut avec tout son équipage après cette détonation. Le 5 novembre, un bombardier B-24 Liberator de l'escadron 120 de la Royal Air Force repéra le convoi, ce qui permit l'arrivée de renforts navals depuis l'Islande. Sous attaque aérienne, l'U-89 fut endommagé et le groupe Weichen dut se disperser. Le bilan fut dévastateur, 15 navires marchands coulés et 4 gravement endommagés, soit plus de 100 000 tonnes de pertes pour les Alliés. En novembre 1942, le tonnage allié coulé par les sous-marins dépassa les 730 000 tonnes. Sur l'ensemble de l'année 1942, le total atteignit 6,5 millions de tonnes, soit l'équivalent de 1661 navires. Les Alliés détruisirent 87 sous-marins, mais l'Allemagne construisit 238 nouvelles unités, portant la flotte de Dönitz de 91 à 212 bâtiments. L'approvisionnement en pétrole et en matières premières était le moteur de la machine de guerre nazie. Depuis la décennie de 1930, l'Allemagne avait compris que le carburant était aussi stratégique que les soldats. Le manque de réserves obligeait le Reich à contrôler des territoires possédant des gisements pétroliers et des routes maritimes pour importer des ressources. D'où l'importance des campagnes du Caucase et du Moyen-Orient, ainsi que des usines de carburant synthétique qui transformèrent le charbon en essence. Les industries allemandes, surtout celles de l'acier et de l'armement, fonctionnaient dans un système économique mixte combinant entreprises privées et contrôle étatique. De grands consortiums comme IG Farben et Krupp obtenèrent des contrats de plusieurs millions pour produire armes, chars et avions. En échange, ils soutenaient le régime par la technologie, le capital et la main-d'œuvre esclave issue des camps de concentration. Cette guerre en Europe générait des bénéfices extraordinaires pour les groupes industriels associés au Reich. Le contrôle des transports et des communications était tout aussi vital. Chemins de fer, ports et routes servaient à approvisionner le front en soldats, munitions et vivres. Les villes occupées étaient pillées de toutes sortes de biens, depuis les machines industrielles jusqu'aux récoltes. L'or des banques centrales des pays conquis était confisqué et envoyé à Berlin, puis transféré sur des comptes en Suisse, en Espagne et au Portugal pour financer l'achat de matières premières sur le marché international. Parallèlement, la résistance alliée cherchait à couper ce flux par des bombardements stratégiques. Les usines d'armement et les raffineries étaient des cibles prioritaires pour la Royal Air Force et l'aviation américaine. Malgré ces attaques, en 1942, la production allemande continuait de croître, alimentée par le travail forcé et le pillage des territoires occupés. La situation dans l'Atlantique restait critique pour les Alliés. Chaque navire coulé signifiait moins de chars, moins d'avions et moins de vivres pour soutenir l'effort de guerre. Les escorteurs affrontaient torpilles, mines marines et embuscades des U-boots. Une erreur de formation ou un retard pouvait coûter plusieurs bâtiments en quelques minutes. L'hiver de 1942 représentait un double défi, maintenir les routes ouvertes et préparer l'offensive alliée qui se profilait en Afrique du Nord et en Europe. Les états-majors britanniques et américains savaient que la seule manière de vaincre Hitler était d'assurer un flux continu de ravitaillement à travers l'Atlantique, malgré la menace constante des sous-marins. La pression à Bletchley Park était maximale. Les cryptanalystes travaillaient jour et nuit pour décrypter à nouveau les codes Enigma. Chaque message intercepté signifiait sauver des milliers de vies en mer. Avec l'appui de mathématiciens, d'ingénieurs et des premières machines électromécaniques, ils réalisèrent des progrès qui inclinèrent peu à peu la balance. Mais en novembre 1942, les U-boots conservaient encore l'avantage. Dans ce contexte de guerre totale, les dirigeants nazis étaient convaincus que dominer l'Atlantique assurerait la victoire. Pour Dönitz, couler des millions de tonnes de navires signifiait étouffer la Grande-Bretagne jusqu'à la forcer à capituler. Pour Hitler, contrôler le pétrole du Caucase et les routes d'approvisionnement revenait à maintenir son empire pendant des décennies. Chaque décision était prise avec la certitude que la rapidité et la brutalité constituaient les armes les plus efficaces. Les défaites qui changèrent le cours du nazisme. À la fin de 1942, l'offensive allemande en Afrique du Nord commença à s'affaiblir.
Le maréchal Erwin Rommel, connu comme le renard du désert, avait progressé jusqu'en Égypte avec l'intention de prendre le canal de Suez. Cependant, la 8e armée britannique, sous le commandement de Bernard Montgomery, établit une défense ferme sur les lignes d'El Alamein. À la fin d'octobre, des milliers de soldats et des centaines de chars s'affrontèrent dans une bataille décisive. Pendant près de 2 semaines, les troupes de Rommel furent repoussées vers la Libye. Les réserves de carburant et de munitions diminuaient rapidement, tandis que les convois de ravitaillement étaient attaqués depuis les airs et par la mer. Le 17 novembre, l'Africa Corps entama une retraite organisée, laissant derrière lui du matériel et des positions stratégiques. Parallèlement, sur le front de l'Est, l'armée allemande traversait son moment le plus critique. La 6e armée, commandée par Friedrich Paulus, avait pénétré dans Stalingrad en septembre. Ce qui semblait être une victoire certaine se transforma en une lutte urbaine désespérée. Les forces soviétiques, dirigées par Georgi Zhukov, défendaient chaque bâtiment comme une forteresse. À la mi-novembre, l'opération Uranus changea la donne. Par une contre-offensive massive, les soviétiques encerclèrent plus de 250 000 soldats allemands et alliés. L'encerclement coupa les voies de ravitaillement, piégeant des divisions entières dans un froid extrême et la famine. Depuis son quartier général en Prusse orientale, Hitler ordonna à Paulus de résister à tout prix. Hermann Göring promit de soutenir les troupes avec un pont aérien de 500 tonnes quotidiennes, mais les avions ne parvenaient à livrer qu'une fraction de ce qui était nécessaire. Des milliers de soldats mouraient chaque jour de froid ou de faim. Stalingrad s'annonçait comme la première grande défaite stratégique du Reich. Pendant ce temps, en Afrique du Nord, la situation se compliquait. L'opération Torch, lancée le 8 novembre 1942, amena des troupes américaines et britanniques à débarquer au Maroc et en Algérie. En quelques semaines, les forces de l'Axe se retrouvèrent prises en étau, entre les unités alliées avançant depuis l'Ouest et les Britanniques pressant depuis l'Égypte. Rommel, malade et épuisé, demanda des renforts qui ne vinrent jamais. À la fin de décembre, l'Africa Corps reculait vers la Tunisie. La pression sur l'Allemagne augmentait sur tous les fronts. Allen Dulles, chef de l'Office of Strategic Services en Suisse, recueillait des informations sur la situation interne du Reich. Par ses contacts avec des diplomates, des industriels et des officiers mécontents, il identifia des factions cherchant à négocier une issue. Ces conversations, bien qu'informelles, révélèrent la crainte grandissante des dirigeants nazis face à une défaite totale. À la fin de 1942, les bombardements alliés sur les villes industrielles s'intensifièrent. La Royal Air Force frappa Essen, Hambourg et Cassel, détruisant usines et habitations. Albert Speer, ministre de l'Armement, réorganisa la production afin de maintenir l'approvisionnement en armes, chars et avions. Il eut recours à l'utilisation massive de main-d'œuvre forcée issue des camps de concentration. Malgré les attaques, la production allemande resta active, bien que l'approvisionnement en matières premières devienne plus difficile. La chute de Stalingrad devint imminente en décembre. Les troupes soviétiques scellèrent l'encerclement et stoppèrent chaque tentative de sauvetage. Le maréchal von Manstein, envoyé pour secourir Paulus, parvint à moins de 50 km de la ville, mais ne réussit pas à percer les lignes ennemies. Le 23 janvier 1943, les divisions de l'Africa Corps perdirent Tripoli et Rommel dut se regrouper en Tunisie. L'Allemagne affrontait des défaites simultanées sur 2 fronts vitaux. Dans ce contexte, Martin Bormann accéléra ses opérations secrètes. Il supervisa la création de sociétés écrans afin de transférer des capitaux à l'étranger. Il coordonna également, avec des banquiers suisses et espagnols, la dissimulation de fonds sur des comptes secrets. Il encouragea la falsification de documents et la création de fausses identités pour les hauts commandements qui préparaient des routes d'évasion. Ces actions se déroulaient discrètement, parfois même à l'insu d'autres dirigeants du parti. À Berlin, l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Hitler rendait ses généraux responsables des revers, mais maintenait sa stratégie. Il exigeait des offensives impossibles et punissait toute proposition de retraite. Goebbels, conscient du découragement public, lança une campagne de propagande intense pour maintenir le moral. Il utilisa films, discours et émissions de radio pour minimiser les échecs. Pendant ce temps, l'entrée en guerre des États-Unis après Pearl Harbor avait modifié l'équilibre industriel. À la fin de 1942, la production militaire américaine dépassait largement celle de l'Allemagne.
Chaque mois, davantage de troupes, de chars et d'avions traversaient l'Atlantique pour renforcer les Britanniques. À Stalingrad, l'hiver aggrava la tragédie. Les températures descendaient à 30 degrés en dessous de zéro, gelant armes et équipements. Les soldats souffraient du manque de vêtements adaptés et de la pénurie de nourriture. Les réserves s'épuisaient et des épisodes de cannibalisme apparurent parmi les assiégés. Le 27 janvier, les forces soviétiques rejetèrent la dernière offre de reddition et continuèrent leur avance. La défaite à El Alamein et la situation en Tunisie confirmaient que l'Afrique du Nord était perdue. En février 1943, Rommel fut évacué pour raison de santé et le commandement passa à Hans-Jürgen von Arnim. Les Alliés progressaient vers la Tunisie, prêts à passer en Sicile. Parallèlement, l'offensive soviétique libéra de vastes zones sur le front de l'Est. Stalingrad tomba le 2 février 1943 avec la reddition de Paulus et plus de 90 000 prisonniers. Cette capitulation porta un coup sévère au moral allemand. Hitler, furieux, destitua plusieurs généraux et prit le contrôle direct d'opérations clés. Pendant ce temps, les opérations secrètes de Bormann suivèrent leur cours. Des contacts furent établis avec des entreprises argentines pour transférer fonds et biens pillés. Des navires commencèrent à transporter documents, lingots et œuvres d'art vers des ports sûrs. En à peine 3 mois, l'Allemagne perdit l'Afrique, son offensive à l'Est fut stoppée et l'initiative passa aux mains des Alliés. Les plans de Bormann visant à sécuriser ressources et réseaux d'évasion devinrent une priorité stratégique alors que le Reich entrait dans sa phase la plus critique. Bormann, le cerveau caché du Reich. Martin Bormann devint l'homme le plus puissant derrière Hitler, contrôlant l'accès au Führer et gérant les affaires les plus délicates du parti. Il naquit à Wegeleben en 1901 et rejoignit le parti nazi en 1927. Dès ses premières années, il se distingua par son efficacité, sa capacité à organiser des tâches complexes et son ambition silencieuse. Avec l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933, Bormann gravit rapidement les échelons administratifs. Il prit bientôt la direction du Fonds Adolf Hitler pour l'économie allemande, une structure destinée à recevoir d'énormes sommes d'argent des principales industries du Reich. Des entreprises comme Krupp, Thyssen, IG Farben et Daimler-Benz versaient des millions de marks en contributions volontaires afin d'assurer leur influence. Bormann gérait ces apports et les investissait dans des projets profitant au parti et à ses dirigeants. Une partie de ces fonds servait à construire des résidences, financer des campagnes de propagande et couvrir les dépenses personnelles de Hitler et de son cercle le plus proche. En 1936, il fut nommé chef de la chancellerie du parti. Depuis ce poste, il consolida un réseau de contacts avec banquiers et industriels européens, lançant des opérations financières discrètes dans des pays neutres comme la Suisse. La capacité de Bormann à gérer ses affaires surpassait celle de tout autre dirigeant nazi. Même des figures comme Himmler et Goebbels dépendaient de ses décisions pour accéder aux ressources. Hitler avait en lui une confiance totale, le considérant comme indispensable au fonctionnement interne du parti. Cette relation lui permit de prendre des décisions stratégiques sans supervision directe, faisant de lui le véritable cerveau logistique du Reich. Avec l'avancée de la guerre, Bormann renforça son contrôle sur les biens confisqués en Europe. Or, bijoux et œuvres d'art étaient transférés dans des dépôts secrets en Autriche et en Bavière. Certaines pièces étaient expédiées via la Suisse et l'Espagne, opération qu'il coordonnait avec minutie. Ces richesses étaient considérées comme une réserve financière destinée à soutenir le parti même en cas de défaite. Son pouvoir au sein de la chancellerie atteignit des niveaux sans précédent. Il contrôlait les communications arrivant à Hitler, filtrait les informations et décidait qui pouvait accéder au Führer. De nombreux hauts officiers redoutaient son influence, car un seul mot de sa part suffisait à ruiner la carrière de quiconque. De plus, il supervisait la construction de la résidence alpine de Hitler à Berghof, ainsi que tous les détails personnels du dirigeant, depuis ses finances jusqu'aux cadeaux qu'il recevait. Au cours de l'année 1943, Bormann perfectionna son système d'administration interne. Il négocia des accords avec des banques suisses pour l'achat de devises fortes comme le dollar et la livre sterling, essentielles pour obtenir des matières premières et de la technologie sur les marchés internationaux. Une partie de ces devises était destinée à des paiements stratégiques et à des pots de vin versés à des fonctionnaires étrangers afin de maintenir les routes d'approvisionnement malgré le blocus allié.
Son contrôle ne se limitait pas à l'argent. Il supervisait également l'utilisation de la main-d'œuvre forcée dans les usines d'armement et les mines. Les entreprises collaboratrices obtenaient des contrats lucratifs, tandis que les prisonniers étaient exploités dans des conditions brutales. Ces opérations généraient des revenus qui alimentaient le fonds central du parti. Hitler remettait rarement en question Bormann. Contrairement à d'autres dirigeants, il évitait toute mise en avant publique et concentrait son pouvoir sur le contrôle absolu de l'administration. Il avait accès à chaque décret, chaque ordre militaire et chaque décision économique. Il était en pratique le gardien des secrets les plus importants du Reich. À partir de 1943, Bormann devint essentiel à la survie de la direction nazie. Il coordonna des réunions avec des représentants de pays neutres afin de négocier des approvisionnements en échange de métaux précieux. Il évalua également de possibles refuges dans des lieux reculés d'Amérique du Sud et dans des régions d'Europe où pourraient être établies des colonies secrètes. Pour renforcer son contrôle interne, il distribuait récompenses et privilèges aux officiers qui suivirent ses ordres. Propriété, argent et accès direct au Führer étaient les incitations par lesquelles il assurait la loyauté de la haute direction. Vers la fin de 1943, Bormann avait consolidé une structure administrative si efficace qu'elle fonctionnait presque comme un État parallèle. Tandis que les fronts militaires commençaient à céder, son réseau de pouvoir financier et logistique demeurait intact, prêt à soutenir les plans du parti en cas d'effondrement. Le pillage nazi des trésors en Europe. Dès le début des invasions, le pillage systématique fit partie intégrante de la stratégie nazie. Adolf Hitler ordonna que les richesses culturelles de chaque pays occupé soient prises et envoyées au Reich. Son obsession pour l'art conduisit à la confiscation de milliers de tableaux, sculptures et bijoux dans les musées, galeries et foyers juifs. À Paris, quelques semaines seulement après l'entrée des troupes allemandes en 1940, commencèrent les réquisitions dans des collections privées telles que celles de la famille Rothschild. Des officiers de l'unité ERR, Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, cataloguaient et emballèrent les pièces les plus précieuses pour les expédier vers des dépôts en Allemagne. Chaque ville conquise devint une cible de pillage. À Varsovie, Cracovie, Amsterdam et Bruxelles, des équipes spécialisées faisaient irruption dans musées et bibliothèques pour vider des rayonnages entiers. Des milliers de volumes rares, manuscrits médiévaux et objets liturgiques furent envoyés à Berlin. L'ERR fonctionnait avec un système méticuleux. Chaque pièce était inventoriée et classée pour être destinée aux collections personnelles des dignitaires nazis ou au musée du Führer prévu à Linz, en Autriche. Les nazis confisquaient également des monnaies, bijoux, meubles anciens et pièces d'argenterie. Les maisons juives étaient vidées tandis que leurs propriétaires étaient déportés. Tout était chargé dans des trains spéciaux à destination de dépôts en Bavière et en Autriche. Certaines œuvres étaient envoyées au château de Neuschwanstein, transformées en entrepôts secrets. D'autres étaient dissimulées dans des mines de sel, comme celle d'Altocé, où furent conservés des milliers de tableaux de maîtres tels que Vermeer, Rembrandt et Léonard de Vinci. Martin Bormann supervisait nombre de ces opérations par l'intermédiaire de son réseau administratif. Une partie des œuvres confisquées servait à soudoyer des officiers étrangers ou à être échangées sur le marché noir européen. Des marchands suisses et français collaboraient à la vente de peintures à des collectionneurs privés prêts à payer des sommes considérables. Les trains chargés d'art volé traversaient l'Europe avec des horaires et des escortes spéciales. Des documents ultérieurs montrent qu'entre 1940 et 1943, plus de 130 convois remplis d'objets culturels quittèrent Paris. Chaque chargement comprenait des centaines de tableaux, sculptures et meubles soigneusement emballés et marqués de sceaux officiels du Reich. En France, l'Hôtel Majestic et le Musée du Jeu de Paume servirent de centre de tri. Rose Valland, une conservatrice française, risqua sa vie en enregistrant secrètement la destination de milliers de pièces. Ces notes furent essentielles après la guerre pour récupérer une partie du patrimoine pillé. Cependant, un grand nombre d'œuvres ne retourna jamais à leur propriétaire d'origine et resta dans des collections privées ou disparut dans des transactions illégales. Aux Pays-Bas, le pillage fut également brutal. Des œuvres de maîtres flamands furent arrachées aux musées et vendues à des magnats allemands. En Pologne, les nazis emportèrent le trésor national, y compris les reliques du Wawel et la dame à l'hermine de Léonard de Vinci.
Beaucoup de ces pièces furent transférées en Allemagne orientale pour les protéger des bombardements, bien que l'objectif réel fût de se les approprier définitivement. Le pillage ne se limitait pas à l'Europe occidentale. En Union soviétique, les troupes allemandes vidèrent les musées de Kiev, Minsk et Smolensk. Des tonnes d'œuvres d'art et d'objets historiques furent expédiées vers l'ouest avant que l'armée rouge ne puisse les récupérer. Ces pièces, classées comme butin culturel, alimentaient à la fois les collections personnelles de Hitler, Göring et Bormann, et le marché clandestin qui générait des ressources pour le régime. Avec l'avancée alliée en 1944, les nazis commencèrent à transférer leurs dépôts les plus importants vers l'Autriche et la Bavière. Des mines comme celle d'Altosee furent renforcées pour résister aux bombardements. On y entreposa des œuvres telles que le portrait d'Adèle Bloch-Bauer de Klimt et le retable de Gand de Van Eyck, ainsi que des sculptures, tapisseries et bijoux d'une valeur inestimable. Des dépôts furent également installés dans des châteaux comme celui de Chiemsee ou dans des grottes des Alpes bavaroises. Lorsque les troupes alliées approchaient, de nombreuses pièces furent volontairement détruites afin d'empêcher qu'elles ne tombent aux mains de l'ennemi. La logistique du pillage était aussi complexe que celle des opérations militaires. Des trains blindés, des convois escortés par les SS et des experts en emballage œuvraient pour transporter les objets sans dommages. Le ERR tenait des listes détaillées avec photographies et descriptions de chaque pièce. Bormann recevait des rapports constants sur l'état des dépôts et la destination de l'art confisqué. Le pillage des habitations juives, connu sous le nom de Meubel Action, fut particulièrement lucratif. Rien qu'à Paris, plus de 70 000 appartements furent vidés entre 1942 et 1944. Les meubles et objets de valeur étaient revendus aux enchères par des commerçants proches du régime. Le pillage culturel servit également d'outil de propagande. Les nazis le présentaient comme la récupération de l'art germanique dispersé en Europe. En réalité, une grande partie du patrimoine européen fut détruite ou demeura cachée. De nombreuses familles juives ne retrouvèrent jamais leur collection. Aujourd'hui encore, des milliers de pièces restent portées disparues. Alors que les fronts militaires s'effondraient, Bormann et les RR concentrèrent leurs efforts pour s'assurer que les œuvres les plus précieuses restent sous contrôle nazi. Certaines furent transférées par vol diplomatique vers la Suisse durant les derniers mois de la guerre. D'autres furent dissimulées dans des monastères et des fermes pour éviter leur capture. Ce trésor culturel, géré avec précision, devint l'une des plus vastes opérations de pillage de l'histoire contemporaine. L'or caché qui finança la fuite. Dès les premières conquêtes en Europe, l'or fut considéré comme le pilier du pouvoir financier nazi. Chaque pays envahi était méthodiquement dépouillé, en commençant par ses banques centrales. En mars 1938, après l'annexion de l'Autriche, la Reichsbank prit immédiatement le contrôle des réserves d'or de Vienne. Lingots, pièces et devises furent chargés dans des trains spéciaux à destination de Berlin. Ce schéma se répéta en Belgique, aux Pays-Bas, en Tchécoslovaquie, en Italie et en France. Lors de chaque opération, des techniciens bancaires faisaient fondre les lingots pour effacer les marques d'origine, évitant ainsi toute réclamation future. La Banque nationale de Belgique perdit plus de 200 tonnes d'or en quelques jours. La France, après la chute de Paris en juin 1940, remit plus de 800 tonnes qui furent acheminées vers Berlin et Vienne. Les coffres de chaque pays occupé étaient vidés. On confisquait également bijoux et dépôts privés, en particulier ceux des familles juives. Toutes ces ressources servaient à financer la guerre et à alimenter un fonds secret pour des opérations à long terme. La Suisse devint le centre névralgique des transactions. La Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux, BRI, dont le siège est à Bâle, agissaient comme intermédiaires. Depuis 1939, des trains chargés d'or franchissèrent les Alpes pour déposer les lingots dans des banques suisses, où ils étaient convertis en francs suisses, dollars ou livres sterling. Cette conversion en devises fortes permettait au Reich de payer des matières premières sur les marchés neutres. L'Espagne et le Portugal jouèrent également un rôle clé. Par le biais d'accords avec Francisco Franco et Antonio de Oliveira Salazar, l'Allemagne acheta d'énormes quantités de tungstène, un minerai essentiel pour durcir l'acier des armes et des blindages. Ces paiements étaient effectués en or transportés par train et navire sous la garde des SS. Les deux pays acceptaient les lingots dans le cadre de leur stratégie visant à soutenir leur économie, sans en questionner l'origine. Pour effacer toute trace,
l'or confisqué était fondu en barres sans poinçon et distribué dans des banques de Lisbonne, Madrid et Zurich, à travers des sociétés écrans. Des documents déclassifiés révèlent qu'entre 1939 et 1945, l'Allemagne transféra vers la Suisse des quantités d'or, équivalent à des centaines de millions de dollars actuels. Une partie de cet or provenait des camps de concentration. Les SS réquisitionnaient bijoux, montres, dents en or et objets précieux appartenant aux prisonniers. Tout était fondu et envoyé dans des cargaisons dissimulées, supervisées par le bureau économique et administratif des SS en coordination avec la Reichsbank. Le métal provenant des victimes finissait dans les mêmes comptes qui soutenaient la machine de guerre et les opérations secrètes du parti. L'or nazi devint un outil de négociation. Il servait à soudoyer des fonctionnaires, acheter des armes et garantir l'approvisionnement en nourriture et en pétrole sur les marchés neutres. Diplomates et banquiers étaient récompensés par des lingots afin d'assurer leur faveur. Chaque transaction était consignée dans des registres secrets, gérés uniquement par des hommes de confiance absolue. En 1943, lorsque les défaites de Stalingrad et d'Afrique commencèrent à changer le cours de la guerre, le flux d'or vers la Suisse s'intensifia. Des convois spéciaux transportaient les réserves restantes depuis Berlin et Vienne vers des dépôts dans les Alpes bavaroises et dans des banques suisses. Certains trains circulaient camouflés en cargaisons de charbon pour éviter les bombardements. Franco, en Espagne, reçut une partie de ce métal afin de renforcer les réserves de la Banque d'Espagne. En échange, le régime espagnol permit l'achat de matières premières et le passage d'agents vers le Portugal et l'Amérique du Sud. Le Portugal, quant à lui, reçut des lingots en échange de tungstène et de caoutchouc, ressources vitales pour l'industrie d'armement allemande. La connexion avec l'Amérique du Sud se consolida à cette étape. Des sociétés écrans en Argentine, au Brésil et au Chili reçurent des transferts de devises convertis à partir de l'or suisse. Avec cet argent, on acheta des estancias, des usines et des propriétés qui servirent ensuite de refuge aux dignitaires nazis. Des documents déclassifiés montrent qu'entre 1943 et 1945, des millions de francs suisses furent envoyés sur des comptes à Buenos Aires et à Montevideo. L'or servit également d'instrument politique. Des paiements secrets furent ordonnés à des dirigeants et fonctionnaires de pays neutres pour garantir leur silence ou leur collaboration. Ces opérations s'effectuaient par l'intermédiaire d'agents, de valises diplomatiques et de transferts dans des banques européennes. Des lingots voyageaient dans des avions cargo et des sous-marins, empruntant des routes sécurisées et contrôlées par les SS. La Banque des règlements internationaux joua un rôle ambigu traitant des transferts d'or entre banques centrales, même en pleine guerre. L'Allemagne profita de cette voie pour déplacer l'or pillé en Belgique et en Tchécoslovaquie comme s'il s'agissait de transactions légitimes, blanchissant ainsi de grandes quantités de métal précieux. À la fin de 1945, d'énormes réserves d'or nazi se trouvaient encore hors d'Allemagne. On estime que rien qu'en Suisse, plus de 700 tonnes demeuraient. Cet or constitua la base de réseaux comme Odessa, qui aidèrent des criminels de guerre à fuir vers l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient. Le transport de l'or fut réalisé par des moyens extrêmes. Des sous-marins allemands acheminèrent des caisses scellées de lingots vers des ports en Espagne et en Argentine. Des rapports alliés mentionnent des cargaisons débarquées à Mar del Plata et dans des ports galiciens en 1944. Ces envois étaient coordonnés par des officiers SS et des agents de confiance. Une partie de l'or servit également à financer des réseaux d'espionnage en Amérique latine. Des agents à Buenos Aires, Santiago et Rio de Janeiro recevèrent des fonds pour soudoyer des fonctionnaires, falsifier des documents et préparer des routes d'évasion. Les Alliés tentèrent de tracer l'or nazi, mais la neutralité de la Suisse et la discrétion des banques ibériques rendirent toute récupération difficile. Des enquêtes ultérieures confirmèrent que des banquiers suisses avaient accepté de l'or aux marques effacées, l'intégrant à leurs réserves. Le plan financier nazi était clair, transformer l'or pillé en un réseau de pouvoir économique mondial. Chaque lingot représentait un investissement destiné à assurer la survie du nazisme au-delà de l'Europe. Ce système d'accumulation et de dissimulation constitua l'ossature permettant de financer les routes d'évasion, les réseaux secrets et les opérations clandestines vers l'Amérique latine. Vol de l'Aigle, la route d'évasion. Alors que les fronts du Reich s'effondraient, Martin Bormann activa un plan visant à assurer la fuite de la haute direction nazie et le transfert des ressources. Ce projet,
appelée Action Feuerland, visait à établir des refuges stratégiques en Amérique du Sud, principalement en Argentine. Bormann l'avait conçu dès 1942, mais la défaite de Stalingrad et la perte de l'Afrique le rendirent urgent. La stratégie incluait des routes d'évasion combinées à une vaste opération de falsification connue sous le nom d'Opération Bernard. L'Opération Bernard, dirigée par les SS, fut le noyau de ces manœuvres. Sous les ordres de Heinrich Himmler, des prisonniers ayant une expérience en imprimerie et en gravure fabriquèrent de faux billets de livres sterling d'une qualité si élevée qu'ils étaient presque indétectables. Des millions de ces livres circulèrent sur les marchés clandestins, servant à payer matières premières, pots de vin et contacts dans les pays neutres. Une partie de ces fonds permit de mettre en place des réseaux de soutien en Amérique du Sud. L'Argentine devint la destination clé de l'opération. Dès 1943, Bormann établit des liens avec Ludwig Freud, un homme d'affaires argentin ayant accès à Juan Domingo Perón. Par ce contact furent conclus des accords garantissant un refuge aux dignitaires nazis arrivant avec capitaux, technologie ou informations stratégiques. Ces pactes incluaient l'achat d'estancias en Patagonie et des projets dans la région de Bariloche. Pour le transfert, des routes maritimes furent définies depuis les ports du nord de l'Espagne et de la côte française. Des sous-marins comme l'U-530 et l'U-233 furent aménagés pour transporter des cargaisons de documents, d'argent et d'objets de valeur jusqu'à Mar del Plata. La falsification concerna également des dollars américains. Ces billets circulaient sur les marchés de Lisbonne et d'Istanbul, servant à obtenir des passages sur des navires neutres et à payer des intermédiaires. Les SS installèrent des imprimeries mobiles dans des camps de concentration et des villes occupées où étaient produits passeports et certificats de nationalité de pays latino-américains, facilitant ainsi les déplacements sans éveiller de soupçons. Pour renforcer la logistique sur le continent américain, des investissements furent organisés en Argentine et au Paraguay par le biais d'entreprises d'importation de machines et de produits chimiques. Ces sociétés servaient de couverture au réseau de soutien. En parallèle, le Chili et le Brésil furent intégrés au plan. Dans le sud du Chili, des colonies allemandes comme celles de Valdivia et d'Osorno offraient un environnement sûr. Au Brésil, certaines compagnies parvinrent à investir à Sao Paulo et à Rio de Janeiro, malgré la pression croissante des Alliés. L'extraction de personnes clés constituait la partie la plus délicate. La priorité était donnée à la sortie de dignitaires SS, de scientifiques et de techniciens. Les itinéraires combinaient des vols vers l'Espagne, des embarquements sur des navires neutres avec escale en Afrique et des liaisons par sous-marin en direction de l'Amérique du Sud. Des pilotes de la Luftwaffe comme Hans Ulrich Rudel participèrent à des missions de reconnaissance pour valider ces trajets. La coordination resta entre les mains d'un noyau restreint utilisant des codes et des messages chiffrés envoyés aux ambassades dans des pays neutres. En 1944, après le débarquement allié en Normandie, le plan Vol de l'Aigle entra dans sa phase opérationnelle. Des sous-marins quittèrent Kiel et Hambourg avec des cargaisons stratégiques, tandis que des ingénieurs allemands à Buenos Aires préparaient des pistes improvisées pour des vols d'urgence. Chaque opération nécessitait de faux documents, des contacts dans les douanes et des pots de vin calculés avec précision. L'opération Bernard permit de stocker en Argentine et en Uruguay de grandes quantités de fausses monnaies, destinées à la corruption, à l'achat de propriétés et à des projets industriels. Beaucoup de ces investissements se concrétisèrent en entreprises agricoles et en compagnies maritimes. Le vol de l'Aigle fut l'aboutissement de plusieurs années de préparation logistique et financière. Chaque billet, chaque sous-marin et chaque faux passeport faisait partie d'une structure conçue pour assurer la survie du noyau nazi, même avant l'effondrement de Berlin. Opération chasse aux dignitaires. Au printemps 1944, alors que les Alliés progressaient en Europe, une nouvelle priorité émergea. Capturer les dignitaires nazis et sécuriser la saisie de secrets militaires ainsi que de technologies avancées. Londres et Washington mirent sur pied des unités de renseignement avec des commandos spécialisés opérant derrière les lignes ennemies. Parmi ces groupes se distinguait la 30 Commando Unit, conçue pour s'emparer de documents sensibles avant que les Allemands ne puissent les détruire. Ian Fleming, alors officier du renseignement naval britannique et futur créateur de James Bond, fut l'un des cerveaux derrière cette unité.
Ces forces menaient des incursions rapides dans les villes récemment libérées, afin de confisquer les archives du parti, les codes de communication et les prototypes expérimentaux. Elles traquaient également les listes de personnel des SS et de la Gestapo pour suivre la trace des officiers de haut rang. Les trouvailles étaient immédiatement envoyées au centre de renseignement à Londres. Le matériel récupéré comprenait cartes, registres bancaires, inventaires d'armes et données sur des expériences secrètes. Avec l'avancée alliée vers l'Allemagne, le chaos grandissait dans les rangs nazis. Les officiers du Reich tentaient de détruire des preuves ou de fuir vers la Bavière, l'Autriche et l'Italie. Ces routes menaient à des refuges situés dans des monastères, des fermes et des maisons de sympathisants nazis. Certains dignitaires échangeaient leurs uniformes contre des vêtements civils, d'autres utilisaient des documents falsifiés préparés à l'avance. Les Alliés comprirent que chaque jour comptait. Des commandos britanniques et américains accompagnaient les troupes de combat pour sécuriser les archives dès le retrait allemand. En Normandie, après le débarquement de juin, des dépôts de renseignements contenant des informations sur les réseaux nazis en Amérique latine et dans les pays neutres furent saisis. À la fin de 1944, l'Office of Strategic Services des États-Unis envoya des agents en Suisse et en Espagne pour suivre la trace des circuits financiers du parti. Des rapports interceptés révélaient des transferts d'argent et de lingots vers des banques suisses, signe d'une préparation méthodique pour des opérations d'évasion. Allen Dulles, chef de l'OSS à Berne, établit des contacts avec des figures proches du régime nazi cherchant à négocier leur sécurité en échange d'informations. À l'intérieur de l'Allemagne, la résistance interne au nazisme commença à prendre de l'ampleur. Certains officiers de la Wehrmacht, conscients de l'issue inévitable, tentaient d'entrer en contact avec les Alliés. Cependant, la Gestapo et les SS maintenaient un contrôle strict et Bormann renforçait la protection de la haute direction. Des tunnels, des bunkers et des routes d'évacuation furent construits pour relier Berlin à la Bavière et à l'Autriche. Avec la libération de la France, la pression sur les dignitaires augmenta. À Paris, les Alliés capturèrent des archives de la Gestapo et de l'Abwehr, détaillant des réseaux d'espionnage en Europe et en Amérique latine. On y trouva également des listes de navires quittant Marseille et Bordeaux avec des cargaisons suspectes. L'avancée en Belgique et aux Pays-Bas permit de sécuriser davantage de documents. Des commandos de la T-Force britannique saisirent des usines d'armement et des bureaux de la Luftwaffe afin d'éviter que la technologie ne tombe aux mains des soviétiques. Lors de plusieurs opérations, des dépôts contenant de l'or, des œuvres d'art et des documents chiffrés furent découverts. La capture d'officiers comme Hermann Feglein et Karl Wolf fournit des informations cruciales sur les routes d'évasion. On confirma l'existence de convois blindés préparés pour transporter des dignitaires vers la Suisse. Parallèlement, les mouvements de sous-marins vers l'Atlantique Sud éveillèrent des soupçons sur de possibles voies de fuite maritime. L'OSS et le MI6 suivirent ces activités en Europe, traquant les Ratlin, des routes d'évasion organisées par des sympathisants nazis avec l'aide de religieux et de fonctionnaires de pays neutres. Depuis des ports italiens, des navires partaient vers l'Amérique latine avec des fugitifs et des cargaisons de valeur. À Rome, des contacts liés au Vatican facilitèrent des passeports de la Croix-Rouge pour d'anciens officiers SS. Les traqueurs documentaient comment ces réseaux s'étendaient vers l'Espagne, le Portugal et l'Afrique du Nord avant de traverser l'Atlantique. Des agents alliés interceptaient des messages codés mentionnant de l'or et des individus munis de fausses identités, bien que l'ampleur du réseau rende presque impossible la fermeture de toutes les issues. À la fin de la guerre, la chasse aux nazis devint une opération mondiale. Des figures comme Simon Wiesenthal et des groupes juifs commencèrent à rechercher les criminels de guerre pour les traduire en justice. Les Alliés établirent des listes noires avec les noms des plus recherchés, tandis que des organisations clandestines comme Odessa commençaient à déplacer des ressources pour protéger les fugitifs. Les opérations spéciales se poursuivirent pendant des mois après la chute de Berlin, traquant des officiers en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Le conflit entre le renseignement allié et les réseaux d'évasion marqua une véritable course contre la montre qui allait définir l'immédiat après-guerre. Du bunker au ciel, l'évasion secrète. À la fin d'avril 1945, Berlin était totalement encerclée. Les forces soviétiques avancèrent depuis l'Est, tandis que les troupes alliées exerçaient une pression depuis l'Ouest. À l'intérieur du Führerbunker, Hitler et son cercle le plus proche faisèrent face à l'effondrement du Reich.
Martin Bormann et Heinrich Müller, chefs de la Gestapo, prirent le contrôle des opérations finales, organisant l'évacuation des archives les plus sensibles et planifiant des routes d'évasion pour la haute direction. Les derniers jours furent marqués par la tension et le chaos. Dans les tunnels souterrains reliant la chancellerie aux stations de métro et aux abris étaient stockés des documents, des lingots d'or et des billets falsifiés issus de l'opération Bernard. Les communications avec l'extérieur étaient presque impossibles, mais Bormann maintenait le contact avec des officiers du nord de l'Allemagne afin de coordonner des vols secrets et des convois vers le sud. Hitler montrait un état de dégradation évident avec des tremblements et des accès de colère. Lors des réunions avec ses généraux, il refusait toute capitulation. Pour Bormann, la priorité était d'assurer la fuite. Müller conçut un plan comprenant l'utilisation de doubles de Hitler et d'Eva Braun, entraînés à reproduire leur apparence et leurs gestes. L'objectif était de mettre en scène une scène convaincante dans le jardin de la chancellerie afin de tromper les soviétiques. Le 30 avril, tandis que l'artillerie soviétique pilonnait le centre de Berlin, la simulation fut lancée. 2 corps furent préparés et brûlés dans la cour. Des témoins comme Otto Günsche et Heinz Linge affirmèrent avoir vu les corps en flammes, mais les restes retrouvés n'étaient que des fragments méconnaissables, ouvrant ainsi la possibilité d'une véritable fuite. Pendant que la mise en scène se déroulait, Hitler et Eva Braun se préparaient à quitter le bunker. Ils portaient des vêtements civils et détenaient de faux documents les identifiant comme des officiers subalternes. La sortie se fit par des tunnels reliant à une piste improvisée à la périphérie de Berlin. Là, les attendait un avion Junkers Ju-52 de l'unité secrète KG-200 spécialisée dans les missions clandestines. La fuite fut coordonnée dans les moindres détails. Des officiers SS sécurisèrent le périmètre, tandis qu'un petit convoi détournait l'attention des forces soviétiques dans un autre secteur. L'avion décolla à l'aube en direction du nord de l'Allemagne. La première escale eut lieu à Travemünde, où le ravitaillement en carburant fut effectué et où les plans de vol vers le sud de l'Europe furent révisés. Des documents déclassifiés des décennies plus tard mentionnent ce décollage comme faisant partie d'une opération supervisée directement par Bormann. En parallèle, Müller effaçait les traces à l'intérieur du bunker. Des documents concernant les mouvements financiers et les listes de routes d'évasion furent détruits. Des messages radio falsifiés furent également envoyés afin de semer la confusion chez les Alliés. Lorsque les Soviétiques prirent la chancellerie, ils trouvèrent des rapports contradictoires qui alimentèrent les doutes sur le sort de Hitler. Après l'escale à Travemünde, l'avion prit la direction du sud, longeant l'espace aérien contrôlé par les Alliés. La deuxième étape se fit sur une piste proche de Reus, en Espagne. Des agents liés au régime de Franco fournirent carburant et soutien logistique. L'Espagne, avec sa neutralité flexible, constituait un point clé des routes d'évasion. Depuis Reus, le Ju-52 vola jusqu'à l'archipel des Canaries, où des sous-marins de l'opération Seawolf attendaient pour transporter des cargaisons secrètes et du personnel vers l'Amérique du Sud. Des rapports alliés confirmèrent des mouvements inhabituels d'U-boot dans cette zone en mai 1945, ce qui soutient l'hypothèse d'une fuite organisée. Durant le vol, Hitler resta caché dans une section aménagée de l'appareil, aux côtés d'Eva Braun et d'un petit groupe de médecins, d'assistants et de personnel de sécurité. Chaque étape fut calculée pour éviter toute interception. Les pilotes de la KG-200 connaissaient les routes clandestines et utilisaient de faux codes radio pour passer inaperçus. Pendant que l'avion progressait, à Berlin, les soviétiques annonçaient que Hitler était mort dans le bunker. L'absence de restes vérifiables poussa les Alliés à enquêter sur des témoignages contradictoires. Certains prisonniers affirmèrent avoir vu Hitler dans un convoi blindé. D'autres évoquèrent des vols en direction de l'Espagne. La coordination entre la fuite aérienne et les mouvements maritimes fut cruciale. Des sous-marins comme l'U-530 et l'U-977 naviguèrent jusqu'en Argentine et se rendirent plusieurs mois après la fin de la guerre, renforçant la théorie selon laquelle des dignitaires nazis avaient utilisé ces routes. Des documents conservés dans les archives argentines mentionnent des communications entre des officiers allemands et les autorités locales pour organiser l'arrivée de cargaisons spéciales. Dans les dernières heures à Berlin, Bormann et Müller continuèrent de transférer des fonds vers la Suisse et l'Espagne. De l'or et des devises furent acheminés par train vers l'Autriche pour être dissimulés dans des mines et des dépôts, assurant des ressources pour le réseau d'évasion en Amérique du Sud.
Le vol vers les Canaries dura plusieurs heures dans des conditions de tension extrêmes. Les pilotes évitèrent les routes connues et volèrent à basse altitude pour contourner les radars. Une fois arrivés dans l'archipel, Hitler et son groupe changèrent de moyen de transport. Certains récits parlent d'un navire en direction de l'Amérique du Sud, d'autres d'une connexion directe avec des sous-marins U-boot équipés pour transporter passagers et cargaisons précieuses. L'hypothèse des doublures fut étayée par des témoins soviétiques décrivant des corps carbonisés impossibles à identifier. Des études ultérieures conclurent que les restes dentaires attribués à Hitler ne correspondaient pas aux dossiers odontologiques, renforçant ainsi la théorie d'une fuite. Les Alliés, bien qu'ayant officiellement accepté la version du bunker, poursuivirent leurs investigations. L'OSS recueillit des rapports d'observation en Espagne, au Maroc et en Argentine. Certains furent écartés, mais le schéma des déplacements d'avions et de sous-marins ne fut jamais entièrement éclairci. Le vol secret vers le sud de l'Europe marqua le début de la dernière phase du plan de Bormann. Depuis cette position, les fugitifs pouvaient rejoindre l'Amérique du Sud en utilisant l'infrastructure préparée depuis des années. L'Argentine, avec ses estancias isolées et une communauté allemande organisée, offrait un refuge sûr. La Patagonie, avec ses lacs et ses montagnes, constituait le décor idéal pour se dissimuler pendant des décennies. L'histoire des derniers jours à Berlin, avec la simulation de la mort et l'évasion aérienne, demeure l'un des épisodes les plus énigmatiques de la guerre. Chaque document et chaque témoignage indique que la haute direction nazie avait conçu une sortie méticuleuse, appuyée par des routes maritimes, des contacts internationaux et une logistique financière impossible à improviser. Route secrète, les U-boots en Amérique du Sud. Le 10 juillet 1945, la base navale de Mar del Plata fut surprise par l'arrivée de l'U-530. L'équipage se rendit sans affrontement, mais le contenu du sous-marin ne fut jamais entièrement révélé. Un mois plus tard, le 17 août, l'U-977 arriva à la même base après une traversée de plus de 100 jours. L'arrivée consécutive de ces deux navires alimenta les rumeurs sur une possible évacuation de dignitaires nazis et de cargaisons précieuses sur les côtes argentines avant leurs redditions officielles. Des rapports de la police maritime mentionnent des débarquements clandestins à Necochea et à Puerto Madryn. Des témoins locaux décrivirent des embarcations déchargeant de nuit, des caisses métalliques et des personnes vêtues en civil. Ces cargaisons furent rapidement transférées vers des estancias appartenant à des sympathisants nazis en Patagonie. Les routes empruntées par les sous-marins vers l'Amérique du Sud étaient soigneusement planifiées. Depuis l'Europe, ils faisaient escale dans des ports de Galice ou de Cadix pour se réapprovisionner, poursuivaient vers les îles Canaries, puis s'enfonçaient dans l'Atlantique Sud en naviguant à grande profondeur afin d'éviter toute détection. Le voyage pouvait durer entre 8 et 10 semaines selon les manœuvres d'évasion. La réception en Argentine était coordonnée par des hommes d'affaires allemands comme Ludwig Freud, un personnage ayant un accès direct à l'entourage de Juan Domingo Perón. Freud supervisait le transport des matériaux déchargés vers des dépôts situés dans des estancias proches de Mar del Plata, tels que la Moromar mentionnée, et gérait l'achat de propriétés stratégiques à Bariloche et à Villa La Angostura. Les colonies allemandes de Patagonie jouaient un rôle essentiel. Ces communautés, disposant de réseaux de transport et de contacts au sein des autorités locales, offraient hébergement, soutien logistique et discrétion. Hôtels et clubs sociaux servirent de centres de rencontre pour planifier le transfert de biens et de personnes. Les Alliés réagirent rapidement. Des rapports du FBI et du renseignement naval américain détaillèrent des mouvements suspects de sous-marins et de navires marchands vers l'Atlantique Sud. Des documents déclassifiés suggèrent que certains U-boots transportaient non seulement des ressources, mais aussi des technologies militaires avancées, telles que des pièces de fusée V2 et des plans d'avions à réaction, destinés à des ingénieurs allemands déjà installés en Argentine. La traversée de l'U-977 fut particulièrement énigmatique. Heinz Schaefer, son commandant, déclara qu'ils étaient restés en immersion pendant plus de 60 jours grâce à l'utilisation de schnorchels pour recharger les batteries, une manœuvre risquée qui leur permit d'échapper aux patrouilles alliées. Schaefer ne confirma jamais si des débarquements avaient eu lieu avant leur reddition à Mar del Plata, alimentant ainsi les soupçons quant à la présence de passagers importants. L'arrivée de ces sous-marins en Argentine suscita un intérêt mondial.
La presse les surnomma les sous-marins fantômes, et la théorie selon laquelle de hauts dignitaires nazis auraient fui en empruntant ces routes se répandit. Bien que les enquêtes alliées aient exercé des pressions sur le gouvernement argentin, l'absence de preuves concluantes permit au sujet de rester dans l'ombre. Les réseaux nazis en Argentine étaient déjà en place avant la fin de la guerre. Des entreprises d'importation et d'exportation servaient de façade pour déplacer argent et ressources. Ces sociétés entretenaient des liens avec des banques en Suisse et en Espagne, ce qui facilitait le transfert de fonds vers Buenos Aires et Montevideo. Une partie de cet argent était destinée aux pots de vin et à la construction de refuges dans des zones reculées. Ludwig Freud et son cercle furent un des acteurs clés. En plus de gérer les arrivées, ils organisèrent la distribution des biens et le transfert d'anciens officiers nazis vers des zones sûres à l'intérieur du pays. Bariloche et Villa La Angostura devinrent des points stratégiques grâce à leur géographie montagneuse et à la présence de communautés allemandes disposant d'une infrastructure adaptée. Les rapports du FBI évoquent la possibilité que certains sous-marins aient déchargé leur cargaison sur des plages désertes avant de se rendre. Cela expliquerait l'absence d'objets de valeur au moment de leur capture. Les caisses métalliques, probablement remplies d'or, de documents et d'œuvres d'art, auraient été transportées par camion vers des dépôts secrets. La coordination avec les routes commerciales fut déterminante. Des navires marchands battant pavillon neutre récupérèrent des cargaisons aux Canaries ou dans des ports espagnols et les acheminaient vers Buenos Aires ou Montevideo, camouflés en marchandises légales. Cette combinaison de moyens permit à une partie importante des ressources du Reich d'arriver en Amérique du Sud sans être détectée. L'épisode des U-Boots en Argentine renforça l'idée que l'Atlantique Sud était devenu la dernière voie d'évasion nazie. Les débarquements à Mar del Plata et en d'autres points de la côte argentine démontrèrent l'efficacité de ces opérations. Le mélange de contacts politiques, d'argent et de technologie permit à de nombreux fugitifs et cargaisons stratégiques de parvenir en toute sécurité en Amérique du Sud. Inalco, la cachette finale. Après la fin de la guerre, l'Argentine devint l'une des principales destinations pour les nazis ayant réussi à fuir. Parmi les zones choisies par le réseau de Bormann, la région de Bariloche et les environs du lac Nahuel Huapi furent des points clés pour installer des refuges discrets. Vers le milieu de 1947, Hitler et Eva Braun seraient arrivés à l'Estancia Inalco, une résidence située dans un secteur alors inaccessible par voie terrestre et conçue pour offrir un isolement total. La demeure Inalco fut conçue par l'architecte Alejandro Bustillo, l'un des plus influents de la Patagonie argentine. La propriété disposait de quais privés, de hangars pour hydravions et de zones boisées empêchant toute vue depuis l'extérieur. Des vedettes rapides assuraient la liaison avec Villa La Angostura et d'autres points stratégiques du lac. Des chercheurs ont recueilli des témoignages indiquant que le couple se déplaçait avec un petit groupe de sécurité composé d'Allemands de confiance, d'anciens officiers SS et de membres de la communauté locale. L'Estancia était équipée de technologies avancées pour l'époque. Elle possédait des générateurs électriques, des radios à ondes courtes et des entrepôts souterrains contenant provisions et documents. Les approvisionnements arrivaient grâce à des hommes d'affaires allemands de Buenos Aires et de Bariloche qui organisèrent le transport de nourriture, de médicaments et d'objets personnels. Ce système permettait à l'activité de la maison de passer inaperçue aux yeux des autorités. Durant ces années, Bariloche devint un centre névralgique pour les nazis réfugiés. Des figures comme Joseph Mengele et Erich Priebke s'intégrèrent à la communauté locale, fréquentant clubs sociaux, commerces et entreprises liées à l'Allemagne. Le club Andino Bariloche, fondé avant la guerre, était un lieu de rencontre où les conversations en allemand étaient monnaie courante. Hitler vivait dans un environnement de sécurité maximale. Les visites étaient sélectionnées et filtrées par son personnel de confiance. Certains officiers de la Kriegsmarine et de la Luftwaffe arrivés à bord de sous-marins se rendirent à Inalco pour des réunions confidentielles. Ces rencontres portaient sur des affaires financières, l'utilisation de fonds dissimulés dans des banques suisses et la coordination de réseaux au Paraguay et au Brésil, faisant partie de la structure que Bormann avait mise en place avant l'effondrement du Reich. Eva Braun gardait un profil bas. Des voisins racontèrent qu'elle sortait rarement de la demeure et que lorsqu'elle le faisait, elle s'habillait de manière simple et utilisait de faux noms. Certains témoins affirmèrent qu'elle se faisait passer pour l'épouse d'un homme d'affaires allemand.
La région, marquée par une forte influence germanique, favorisait cette discrétion. Des hôtels, brasseries et boulangeries tenues par des Allemands créaient un environnement où les étrangers ne suscitèrent pas de soupçons. Entre 1947 et 1955, la propriété Inalco devint le centre d'opération de la communauté nazie dans le sud. De là, on planifiait les mouvements de fonds, les itinéraires pour de nouveaux fugitifs et les contacts avec le gouvernement argentin. Juan Domingo Perón et Eva Duarte entretenaient une relation ambiguë avec ces groupes. En privé, ils facilitaient des documents et une protection en échange de technologies et de ressources économiques. Les environs de Bariloche offraient un refuge parfait. Des forêts denses, des lacs profonds et des montagnes enneigées formaient un bouclier naturel. Certains habitants de la région racontèrent qu'il y avait des patrouilles armées surveillant les chemins proches d'Inalco. D'autres affirmèrent avoir vu de petits avions atterrir sur le lac ou des embarcations décharger des caisses sur les quais privés, toujours de nuit. Avec le temps, Hitler adopta une vie routinière et isolée. Il se levait tôt, se promenait dans les jardins et discutait avec son équipe de sécurité. Sa santé commença à se détériorer dans la décennie de 1950, avec des problèmes cardiovasculaires et des tremblements croissants. Le docteur Otto Lehmann, un médecin allemand, lui rendait visite régulièrement et supervisait des traitements en secret. La communauté nazie en Argentine continuait de croître avec l'arrivée de nouveaux fugitifs. Beaucoup s'installèrent dans des localités voisines telles que San Carlos de Bariloche, Villa Traful et Villa La Angostura. Certains travaillaient sur des projets d'infrastructure, tandis que d'autres développaient des affaires dans l'hôtellerie et le tourisme. Ce flux d'immigrants européens facilita le fait que la présence de Hitler et d'Eva Braun passe inaperçue. Inalco n'était pas le seul refuge. D'autres propriétés à Bariloche et dans les zones rurales voisines servaient de maisons de sécurité. Plusieurs disposaient de passages secrets et de caves souterraines contenant provisions et documents. Ces installations étaient préparées pour résister à des inspections et offrir une voie d'évasion rapide vers le Chili par des cols andins peu fréquentés. En 1955, après la chute de Perón, le climat politique en Argentine changea. Les enquêtes sur les nazis réfugiés s'intensifièrent et plusieurs figures importantes furent identifiées par la presse. Hitler et Eva Braun se déplacèrent alors vers des propriétés plus isolées en Patagonie. La communauté nazie renforça ses réseaux, transférant de l'argent vers des banques à Montevideo et à Santiago. Les rumeurs sur Hitler en Argentine se répandirent à cette époque. Certains affirmèrent l'avoir vu dans le centre de Bariloche, déguisé avec un chapeau et des lunettes. D'autres disaient l'avoir aperçu voyageant en bateau sur le lac Nahuel Huapi avec des gardes armés. Bien qu'aucune photo confirmée ne soit conservée, les témoignages recueillis par des chercheurs suggèrent que sa présence était connue dans certains cercles locaux. La santé de Hitler se dégrada à la fin des années 50. Le docteur Lehmann augmenta la fréquence de ses visites et l'on parle de traitements avec des médicaments importés d'Europe. Eva Braun assuma davantage de responsabilités dans la gestion de la propriété, supervisant le personnel et maintenant le contact avec les fournisseurs. Pendant ces années, ils menèrent une vie discrète, consacrée à des activités rurales et évitant toute exposition. Selon le livre Grey Wolf, Hitler serait mort le 13 février 1962 dans la propriété Inalco elle-même. Son corps aurait été enterré dans un lieu inconnu de la Patagonie, possiblement sur les terrains de la demeure. Eva Braun serait restée quelques années de plus en Argentine avant de disparaître des registres. Cette théorie reste controversée, bien qu'elle soit appuyée par les témoignages de ceux qui affirmèrent avoir été présents lors de ces derniers jours. La décennie de 1960 marqua une intensification des enquêtes menées par des chasseurs de nazis. Simon Wiesenthal et d'autres suivirent des pistes à Bariloche sans trouver de preuves concluantes. Pendant ce temps, des documents déclassifiés du FBI mentionnaient de possibles observations dans la région. La propriété Inalco, avec ses quais privés et son accès limité, fut essentielle à la vie clandestine du dirigeant nazi. Même aujourd'hui, elle reste sujette à spéculation, avec des histoires de tunnels et de pièces secrètes. La région conserve des traces de cette époque, depuis des hôtels fondés par des Allemands jusqu'à des clubs sociaux ayant leurs racines dans les années 40. La théorie de la mort en 1962 a été renforcée par les récits d'anciens employés, affirmant avoir assisté à des funérailles discrètes dans les jardins, célébrées de nuit
et en présence d'un petit groupe d'Allemands. Ces versions suggèrent que Hitler passa plus d'une décennie réfugié en Argentine, protégé par une combinaison de propriétés isolées, de soutien local et de l'argent du Reich.